Madame, Monsieur, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Info Été. Dans le Jura bernois, à peu près une personne sur deux travaille dans le secteur industriel. C'est une des régions les plus industrialisées de Suisse. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce au travail d'ouvriers et d'ouvrières. On va parler d'eux toute cette semaine et aujourd'hui en particulier, on parle de l'industrie horlogère, des débuts de l'industrialisation avec Joël Journeau. Il est directeur du CEJAR, le Centre jurassien d'archives et de recherche économique. Avec lui, on va déconstruire quelques mythes et on va se plonger dans des archives surprenantes. On le rencontre juste après l'info du jour. On est sur les hauts de Tramelan pour parler aujourd'hui d'industrialisation dans la région avec Joël Journeau. Vous êtes directeur du CEJAR et historien. Vous nous avez emmenés devant ce bâtiment. Pourquoi ? Parce que ce bâtiment est tout à fait emblématique de l'industrialisation telle qu'elle s'est passée dans la région. En effet, dans nos imaginaires, souvent l'industrialisation ou la révolution industrielle se passe dans de très grandes usines au XIXe siècle. Et on peut penser pour l'horlogerie à Elgin ou Waltham aux États-Unis, où on fabriquait dans la deuxième partie du XIXe siècle la montre dans de très grandes unités, de très grands bâtiments. On rassemblait tout le monde pour fabriquer la montre. Ici, à Tramelan et dans le Jura bernois et dans plein de régions européennes, on peut plutôt parler d'industrialisation douce, où on a vraiment de petites unités, de petits sous-traitants qui fabriquent des parties de la montre dans des ateliers ou dans des tout petites usines. Alors ici justement, on fabriquait des cadrans. Dans ce livre que vous avez coécrit, on voit d'ailleurs une image d'archive. Donc là, on est à la fin du 19e siècle. On peut voir ces grandes fenêtres, il y a beaucoup de lumière. C'était typique, un atelier typique. Voilà, c'était un atelier typique qui fabriquait une partie de la montre. Donc chacun des sous-traitants se spécialisait dans une toute petite partie de la montre, dans la fabrication de certaines pièces. Ici, Ross et le frère, à la fin du 19e siècle, fabriquaient des cadrans. Et donc, on est vraiment dans une spécialisation très forte de la production. Alors, on a souvent ce mythe en tête de l'horloger paysan. C'est pas totalement ça. Non, alors le mythe, c'est le mythe de Daniel Jean Richard qui, à la fin du XVIIe siècle, aurait à Lassagne, à l'aide d'une montre que lui aurait donnée un marchand anglais, pu copier la montre et en fabriquer une entière et qui aurait comme ça lancé l'horlogerie neuchâteloise et au-delà. En fait, ça ne se passe pas comme ça. On est au XVIIIe siècle déjà, hein, l'horlogerie démarre ici dans la région vers 1700, dans des productions qui sont vraiment éclatées. On parle de système de l'établissage où des personnes, des chefs de comptoir comme on les appelait, distribuaient le travail dans des fermes mais aussi dans des petits ateliers pour que des personnes puissent travailler chez eux et revenaient reprendre les pièces ou les parties de pièces et les assemblaient dans ces comptoirs et ensuite ils se chargeaient de la commercialisation. Alors, presque une personne sur deux au milieu du 19e siècle était employée dans l'horlogerie. Comment expliquer ce chiffre quand même assez impressionnant? Comment ça se fait que cette région ici a été autant industrialisée? Alors c'est toujours difficile de comprendre pourquoi une région se développe comme ça, dans l'horlogerie en l'occurrence, et d'autres pas. Ce qu'on sait, c'est que un des facteurs déterminants, c'est la présence d'une main-d'œuvre abondante et bon marché au début de l'industrialisation. On avait aussi des centres horlogers à la Chaux-de-Fonds, à la Neuville, qui étaient là, donc un savoir-faire qui était présent. Ensuite, au cours du 19e siècle, c'est un autre facteur qui devient important, c'est la formation du personnel. On fonde des écoles d'horlogerie à Saint-Imier dans les années 1860, à Moutier plus tard, et donc à Tavannes également. Et donc ensuite, on a ce savoir-faire qui se développe et ça devient une autre clé du développement industriel régional. Alors, je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin dans le village pour découvrir cette fois-ci un atelier d'assemblage de toutes ces parties de montres. Alors Joël Journeau, là on est au cœur de Tramelan, juste à côté de l'église, mais on est aussi entouré d'anciennes usines horlogères. C'est juste, hein? C'est juste. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait qu'il y avait plusieurs usines horlogères. On en voit une ici qui fabriquait des composants, une derrière
ou plutôt on assemblait les pièces, on le sait parce qu'il y avait de nombreuses fenêtres qui permettaient d'avoir la luminosité requise. On en a encore 2 à 3 juste de l'autre côté. Donc c'est ça, c'est un peu un indice, hein. Quand on voit ces bâtiments avec ces rangées de fenêtres, en général c'était des anciennes usines horlogères pour avoir donc beaucoup de lumière. Et puis ce qui est assez fou, c'est qu'on a l'habitude de secteurs industriels plutôt décentrés, puis là ils sont vraiment intégrés au centre du village. Absolument, l'horlogerie a ceci d'intéressant au niveau urbanistique, c'est qu'elle permet de mêler les ateliers avec les appartements et le reste de la vie, les bistrots, les restaurants, les cafés, les magasins, et on a tout qui peut être vraiment mêlé dans un seul village ou une seule ville. Alors avec le développement de l'industrie horlogère, le rôle de l'ouvrier va changer aussi au cours du temps. On a pas mal d'idées reçues sur l'ouvrier qui était parfois exploité à juste titre. À juste titre, effectivement, il y a des histoires dramatiques et des conditions de vie qui ont pu être extrêmement difficiles, mais il n'y a pas que ça, parce que l'usine, elle peut aussi apporter des bénéfices. Alors bien sûr, elle apporte des bénéfices au niveau de l'efficacité de la production, des coûts, etc. Mais elle peut aussi donner de meilleures conditions de travail aux ouvriers que certaines productions à domicile avec certains produits chimiques qui là ne sont pas du tout contrôlés. Je vous propose de donner la parole aux ouvriers eux-mêmes pour comprendre comment eux-mêmes se définissent. Donc voyons ces témoignages dans le reportage qui suit d'ouvriers et d'ouvrières d'hier et d'aujourd'hui. Être ouvrier et ouvrière, c'est d'abord apparaître entre les lignes de l'histoire. Les ouvriers sont précisément des personnes qui ne s'expriment pas par l'écrit et il faut aller chercher ces témoignages si on veut pouvoir les conserver. Aujourd'hui, on fait une démarche patrimoniale. Dans les années précédentes, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on a aussi fait des démarches de syndicalistes pour pouvoir garder la trace de ceux qui nous ont précédés. Dans la seconde moitié du XXe siècle, commence à naître une identité collective, malgré la multiplication des métiers. Émile Blazer, ouvrier horloger et syndicaliste. De 1920 à 1929, le travail n'allait pas trop mal. Nous étions heureux de pouvoir vivre comme des gens doivent vivre. Mais hélas, cela ne dura pas. À la fin de 1929, la crise survint. Jusqu'en 1932, j'étais au chômage partiel et depuis 1933, au chômage total. Voilà 7 ans de crise. Que de privations et de restrictions ne fallut-il pas subir? Nous avons beau raccommoder et encore raccommoder le linge, il finit par tomber en loques. Une autre façon de voir cet esprit ouvrier, c'est les associations ouvrières qui vont rassembler des ouvriers, soit d'un corps de métier, soit d'une région, pour pouvoir leur offrir des loisirs. Ce sera la fanfare, ce sera une chorale, ce sera un jeu de boules, ce sera faire des excursions dans la nature, et aussi qui pourra leur offrir des cultures, une part de culture. On va avoir l'organisation de conférences, par exemple. Les journaux d'entreprise et les fonds familiaux de mémoire d'ici racontent aussi la fierté et l'identification à son entreprise, des souvenirs gardés à la retraite. Mais au travail, le temps est dédié à la production. On a vraiment une énorme différence entre les gens qui travaillent dans les bureaux et les gens qui travaillent dans les ateliers, aussi au niveau du timbrage ou au niveau en fait, de la surveillance de la production, où en fait, on est sur quelque chose sur la rentabilité et non en fait, sur la réflexion. Du coup, on est censé devoir produire et on n'a pas vraiment de temps pour nous, quoi. Au cours du XXe siècle, l'esprit collectif se dissipe, dévoilant une constante, la diversité des parcours des ouvriers et ouvrières. On se trouve au cœur de l'histoire industrielle de la région, ici au Cégard, avec Joël Journeau. Vous nous avez sorti quelques documents, des règlements d'usine, qui expliquent un peu comment les ouvriers passaient une journée de travail. Et ça n'avait pas l'air forcément de tout repos. Voilà, effectivement, c'est que quand l'usine se développe, apparaît, il y a vraiment une volonté des entrepreneurs de centraliser la production, d'avoir les ouvriers sous le même toit et puis de les contrôler. Après, c'est aussi un prérequis pour développer des machines, des grandes machines, pour mécaniser la production. Mais avec l'avènement de l'usine, on commence justement à avoir des nouvelles manières de faire, c'est-à-dire
l'ouvrier, quand il travaille à domicile, il a une liberté. Alors qu'en usine, il est contraint, il doit arriver à heure fixe. Et puis là, on a effectivement des exemples de règlements d'usine. Peu après, la loi qui règle justement le travail en usine au niveau fédéral en 1877. Alors, un des premiers, malheureusement, on n'a pas l'original, il appartient aux archives Longines. Là, cet exemplaire, cette reproduction date de 1879. Mais ensuite, ici au Céjar, on en conserve des plus récents, comme celui de l'entreprise Colli à Tramelan ou de l'entreprise Émile Huot au bois. Celui-ci date de 1905. Donc fabrique d'assortiments encre et cylindres. Voilà, donc des composants horlogers. Et ce qu'on lit dans le premier article, ça, voilà, il règle tout de suite la question légale du travail. La journée normale est de 11 heures, elle est réduite à 9 heures le samedi. Donc par rapport aux standards d'aujourd'hui, c'est vrai que ça peut sembler beaucoup. Voilà. Et l'autre élément au niveau des manières de faire qui peut aussi faire sourire aujourd'hui, c'est qu'on a des articles qui disent explicitement qu'on n'ose pas arriver alcoolisé au travail, qu'on n'ose pas fumer, qu'on n'ose pas cracher par terre. Donc des choses qui paraissent un peu bizarres aujourd'hui, mais voilà cette discipline qui se met en place avec vraiment des règles très précises. Si on arrive 5 minutes en retard, il y a des amendes. Donc une manière vraiment de contrôler l'ouvrier. Et puis ça illustre aussi peut-être ce changement du travail à domicile qui perdure jusqu'à aujourd'hui, hein, surtout dans l'horlogerie. Mais ce passage où de plus en plus on voit apparaître des usines. Et donc pour accompagner cette transition, il y a un contrôle qui se met en place qu'on peut lire avec ce type de document. Un contrôle aussi pour encadrer le travail des enfants, parce que les enfants travaillaient aussi. Voilà, donc l'aspect peut-être aussi positif de l'usine, il ne faut pas le voir simplement en négatif, finalement d'introduire un contrôle, aussi un contrôle de l'État sur les entreprises, ça permet de régler certaines choses. Alors on peut le faire à domicile bien sûr, ça se faisait, mais en usine on peut plus facilement envoyer des inspecteurs, voir si ça se passe bien, voir que des enfants ne travaillent pas à l'usine, c'était une question importante. Première moitié du 19e surtout, dans les lois cantonales sur le travail, c'est vraiment de réglementer ce travail des enfants, que les enfants aillent plutôt à l'école au lieu de travailler dans des ateliers, par exemple. Alors cette centralisation du travail en usine plus grande, elle se fait aussi parce que dans la région se développe aussi l'industrie des machines, hein, le travail doit devenir plus rentable, donc là il y a tout un pan aussi de ce secteur économique qui se développe. Et puis alors on a des usines plus grandes, on le voit ici sur ces photos de 1900, les gens posent ici j'imagine. Voilà, exactement. Donc là, on a deux belles photographies de la fonderie Boya à Reconvilliers. Donc là, on voit des fondeurs. Ça, c'est des choses qui sont de toute façon compliquées à faire à domicile. Donc on a très tôt eu des usines. Mais là, dans la deuxième image, ce qui est intéressant, c'est de voir cette mécanisation. Donc on voit vraiment des machines, des rouages, les ouvriers qui posent. On a besoin d'espace pour ces machines, pour mécaniser le travail. Vraiment avec des machines lourdes. Hein. L'industrie des machines dans la région se développe beaucoup des années 1880. On a des grandes tours automatiques, des fraiseuses. Il faut les mettre dans des grands espaces. Et dans les grands espaces, on peut aussi mieux protéger. Les premières machines, il y avait beaucoup d'accidents. Et puis, ces lois aussi sur les entreprises, ces règlements d'usine, elles permettent aussi un peu de cadrer et puis de travailler dans des meilleurs espaces, des espaces mieux protégés. Je pense aussi aux produits chimiques. C'est mieux de travailler dans des usines avec des bâtiments qui sont faits pour. On protège mieux le travailleur. Plus de sécurité donc pour les travailleurs, mais aussi plus de contraintes. Comment est-ce qu'ils ont accueilli ce changement d'espace de vie ? Alors on a des exemples, surtout dans les professions qualifiées, les ouvriers, un peu l'aristocratie ouvrière, comme les graveurs par exemple, qui eux ont beaucoup résisté à ça. On a ce qu'on appelle dans la région les lundis bleus. Donc des fois ils faisaient un lundi bleu, ils ne venaient pas travailler le lundi. Donc une manière aussi de se rebeller, de résister à ce travail en usine en disant non, je veux garder mon indépendance. Mais ça, évidemment, ça fait un peu écho aussi à tout ce qu'on vit avec le travail aujourd'hui. Le télétravail, le travail à domicile convient pour certains métiers, il est peut-être même très agréable pour certaines situations. Pour d'autres situations, c'est un peu plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué. Et justement, ici, Saint-Imier et le Jura bernois a été vraiment à la base de mouvements de rébellion contre ces conditions de travail, parfois très difficiles, l'anarchisme. Eh bien, c'est le sujet dont on va parler demain dans la prochaine émission d'Info-été. On va comprendre comment est né ce mouvement et en quoi il consistait exactement. Voilà, merci de nous avoir suivis et une très belle suite de programmes sur Télé Bilingue.